Francis Véna, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Moi, Lucie, 17 ans en 1939, La guerre et après, La guerre et après étant le sous-titre. Alors pourquoi cet ouvrage? Alors en effet, ma mère avait 17 ans en 1939 à l'entrée en guerre avec l'Allemagne. Moi je suis né en 1949 et ma mère ni mon père d'ailleurs n'ont souhaité nous raconter leur histoire. Ils n'ont pas voulu nous embrouiller avec ce boulet qu'on aurait pu nous aussi avoir et qui aurait pu limiter notre innocence, notre envie de vivre, etc. Donc, de temps en temps, par bribes, elles nous rappelaient des choses, alors que dans leur vie, certaines des habitudes prises pendant la guerre, pendant l'occupation, encore s'imprimaient dans leur vie quotidienne, et que ce poids pour eux existait d'évidence. Et en fait, c'est qu'à la fin de sa vie que j'ai pris l'initiative en fait, de vouloir mieux comprendre, mais pour moi, simplement pour la famille, comment ça s'était passé, comment ces 5 années terribles avaient pu être engagées par une jeune fille finalement qui avait envie de vivre, hein, qui était d'un milieu extrêmement modeste, à qui on avait dit écoute, tu sais maintenant lire et écrire, tu en sais plus que moi, et on arrête tout et maintenant tu vas travailler, mais qui était avec cette innocence qui fait qu'à cet âge-là, en effet, on a envie de vivre. Donc je voulais comprendre tout ça et puis aussi comprendre après parce que souvent on éclaire la phase de la guerre, mais on ne regarde pas les dégâts que ça a pu faire. Donc c'était cet ensemble-là qui m'attirait pour comprendre. Hein. Et puis donc j'ai fait tout bêtement un enregistrement audio, on a passé des soirées où avec sa sœur elle me racontait tout ça, donc c'était pour moi tout à fait passionnant. Et j'ai retranscrit tous ces enregistrements audiovisuels et en les retranscrivant, je me suis rendu compte que c'était plus pour moi que je faisais ça, en fait il y a une espèce de caractère, alors le mot est un peu gros, mais un peu un caractère universel dans cette histoire, qui justement imprimait leur vie comme ça pouvait imprimer la vie de plein de gens, et on n'en parlait pas. En effet, tout le monde sait que l'histoire, la grande histoire, elle a été racontée par la puissance publique. Hein. Le premier des grands raconteurs de cette histoire, c'est Pétain, qui disait il faut vous régénérer moralement, vous avez fait des bêtises en 1936, il faut que la jeunesse se reprenne, moi je suis votre bouclier contre la violence, et puis on va construire la grande Europe. C'était ça le grand message de Pétain, qui habillait une violence quotidienne. Donc une espèce de mensonge qui était le discours de la puissance publique sur sa propre histoire. Puis ensuite, il y a eu De Gaulle, qui est le grand homme qui est venu, qui lui était embarqué dans la résistance et qui a magnifié la France comme une France résistante. Et tout le monde était heureux, parce qu'en effet, on était valorisés, on n'était pas des moins que rien dans cette histoire. Et puis après, dans les années 70, le ton a un peu changé, parce que des intellectuels, des cinéastes se sont intéressés à la période. Et en particulier, il y a eu ce film, le chagrin et la pitié, de Max Ophuls, qui en fait dépeignait les Français comme des pleutres, des peureux, ou pire, des collaborationnistes, qui n'osaient même plus le dire. Et puis juste après, 73, c'est Robert Paxton, américain, qui a fait un fantastique livre, une étude factuelle sur le régime de Vichy, qui a montré qui a complètement déshabillé toute cette mythique du régime pétainiste, qui a montré que Pétain, depuis le début, même avant d'ailleurs, en fait, avait contribué à cette espèce de collaboration violente et extermination, lui aussi, de Français et de Français juifs, ou pas français d'ailleurs, ou étrangers. Et puis, donc, le film a noirci le tableau, le livre a libéré d'une pensée qui était un petit peu engoncée dans une idéologie transportée par la guerre. Et puis après, il y a eu d'autres études. Pierre Laborie, avec Le Chagrin et le Venin, a fait un travail où on montrait que finalement les histoires singulières avaient leur importance. Et si vous voulez, alors ça c'est moi qui le dis avec ma perception, c'est-à-dire que je pense qu'on a fait l'erreur de ne pas se rendre compte, comme c'est toujours le cas avec l'histoire, c'est que l'histoire fluctue dans les manuels scolaires, dans les ouvrages, etc. Mais on a continué d'appliquer d'une manière descendante des catégories à tous les Français. Tous les Français devaient être soit collaborationnistes, soit résistants, soit pleutres, soit... Bon. Et en fait, ce que certains ont appelé le ventre mou, ou ce truc, cette masse indistincte de millions de Français qui auraient accepté, qui auraient courbé les chines, en fait, c'est fait de millions de vies, où des gens sont confrontés, en effet, à des arrangements, mais aussi à des actes courageux, qui ne sont pas de nature à les rendre justes, comme on dit maintenant pour certains, mais qui montrent
que la dureté, la violence de leur vie, comment ils ont été cassés et comment aussi ils ont eux-mêmes eu des actes de courage. Et puis ensuite, ce qui est intéressant en effet, c'est de voir comment ce qu'on a considéré comme en fait une période où, à part les morts, il y avait les vivants qui allaient bien vivre ces fameuses 30 glorieuses, qui a été dénommée comme ça de manière très abusive, selon purement économique, ben comment ces gens en fait se sont retrouvés. Pour ma mère, c'était à 24 ans, à la sortie de la guerre, avec tous ses rêves, mais là, c'est une autre histoire qui a commencé, qui était aussi, elle, très très dure. Et alors du coup, pour qui l'avez-vous écrit comme témoignage? Pour vos proches, pour tous les gens que cette période intéresse? Oui, alors, comme je vous le dis, à l'origine, en fait, c'était pour moi, quoi. Et puis pour ma famille, pour savoir. Et très très vite, quand même, l'intérêt historique m'est apparu. Donc, il y a un premier public qui était en fait quasiment les enfants. Alors, mes enfants, mais les enfants en général. Pour leur dire, voyez, l'histoire, elle peut se retourner comme un gant, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui nous semblait acquis, on sort de 36, fantastique histoire, progrès social inimaginable, en quelques semaines, on fait les congés payés, etc. Et en fait, ça se retourne parce qu'il y a une espèce d'idéologie aussi de propriétaires, aussi, hein, d'industrie, qui veulent que tout ça tourne bien et que tout le monde rentre dans le rang. Et donc, cette histoire d'un retournement très rapide, finalement, elle peut être mise comme enseignement de ce qui se passe aujourd'hui. Attention, quoi. Attention, les idéologies font leur travail souterrain, puis un jour amènent des situations qui retournent complètement, en gros, notre démocratie, quoi. Et pour ça, je voulais. Et puis, il y a, comme je vous dis, une espèce de vérité historique qui apparaît, et je pense que ça serait une erreur de continuer à ne faire de l'histoire que descendante ou que académique. Il y a des témoignages qui méritent d'être dit avec distance, évidemment. C'est pas simplement qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, mais comment tout ça a impacté des gens dans leur quotidien, et comment dans ce quotidien ils ont eu ces actes qui en fait caractérisent toute une population et montrent comment une population finalement se défend, arrive à circuler là-dedans. Donc il y a ce côté en effet à ce moment-là un peu contribution à la grande histoire par la petite histoire singulière. Alors après, pourquoi, pour qui vient le comment? Comment avez-vous procédé pour la rédaction de cet ouvrage, pour récolter les témoignages? Oui, alors comme je vous l'ai dit, donc des interviews. Alors, ces interviews ont servi de colonne vertébrale au récit, et donc c'est très factuel à la base, hein. En plus de ça, mes parents nous avaient légué à nous, les enfants, les lettres qui s'étaient échangées pendant la guerre. Donc, ce qui nous était apparu d'ailleurs comme quelque chose de gentil de leur part, un legs un peu familial, quoi, pour garder le souvenir, en fait, à la lecture, montrer un itinéraire. Et il y a des choses qui sont dites, malgré la censure, hein, et quand les gens s'échangeaient des lettres, il y avait des censures qui pouvaient d'ailleurs amener à des délations, des choses comme ça. Donc, ces lettres, elles nous les ont données, et quand je les ai toutes réunies, là aussi, il y a une espèce de colonne vertébrale qui s'est dessinée, et c'est à partir de là, et puis pas mal de lectures, que j'ai commencé à écrire. Surtout, et c'est ça finalement le cœur, et je pense l'intérêt du livre, c'est que j'ai essayé de me mettre dans la peau du personnage, dans la peau de ma mère, en me disant, je vais faire comme si, comme elle, au jour le jour, je ne savais pas ce qui allait se passer. Au jour le jour, ils ne savaient pas que 3-4 ans après, ça allait terminer. Ils ne savaient pas s'ils allaient mourir ou pas. Mon père est parti sur le front belge en 1939. Il a vu la guerre, il a tiré sur des avions. Bon, il savait que la mort rôdait. Et j'ai voulu faire un discours d'une jeune fille de 17 ans qui avait un peu lu des livres, mais qui n'était pas éduquée politiquement, etc., et qui vivait ce chaos, hein, au jour le jour, et qui encaissait. Donc, respect gardé à quelqu'un comme nos grands auteurs, Balzac, etc. On ne trouvera pas dans l'ouvrage des grands détails de situation, mais plutôt une langue un peu rugueuse qui présente les choses comme elles étaient vécues, quoi, comme elles étaient un peu encaissées, pour qu'on montre cet enchaînement et ce chaos.